ce sujet avec l'influence d'aléas climatiques ponctuels sur la productivité des prairies et leur pérennité. On a fait ça avec Juliette Blore de l'UREP à l'INRAE aussi, à Clermont-Ferrand. C'était bien intéressant, on a beaucoup appris, mais c'est un sujet qui n'est pas évident en fait. On va introduire déjà un peu la question, la cerner. Ça va nous amener à caractériser les aléas, ce qu'on appelle par aléas, d'analyser leurs impacts au niveau de la plante, de la population, du peuplement. Et puis, donc s'il y a des leviers, bon, oui, très rapidement, et puis voilà, conclure surtout. Alors, rapidement, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un aléa extrême ponctuel? Quand on regarde la littérature de l'histoire, on voit que c'est quand même les sécheresses estivales particulièrement fortes qui est l'événement ponctuel qui malgré tout a un sens. Enfin, voilà, on pourrait parler des éclipses de soleil, mais voilà, il y a ça qui est vraiment très fort. Ensuite, les fortes chaleurs aussi, mais c'est aussi essentiellement via leur effet sur les transpirations, plus que par l'effet direct indépendant de l'humidité sur les plantes, bien que ça existe, hein, mais en tant qu'événement un peu pertinent. Ensuite, il y a quand même des gels. Alors le gel, en plus, sa fréquence va augmenter, ce problème, puisqu'on sait que les températures hivernales augmentent, donc les plantes se mettent à pousser plus tôt et s'exposent plus vite au gel, donc ça peut être aussi des éléments à considérer, mais on va pas vraiment les traiter. Autre chose tout de suite, une espèce de disclaimer, je vais beaucoup parler de graminées, pas tellement de légumineuses, ou très incidemment. Alors comment ça se présente l'aléa dont on parle là maintenant? C'est quelque chose qui se passe dans un régime de production standard, avec beaucoup de variations intersaisonnières évidemment, interannuelles aussi, et puis de ce coup il y a un phénomène qui se prolonge, qui est très dur, et qui s'impose à des prairies. Alors ça peut être des espèces différentes dans une prairie, ou alors des prairies monospécifiques, voilà, ou des types de management différents. On voit qu'il y a donc des résistances différentes, c'est-à-dire des réponses à l'événement lui-même différentes. Et puis ce qui va nous intéresser surtout, c'est la pérennité, c'est-à-dire ce qui se passe après, et donc si on recouvre le terme de résilience, je pense. Et on voit que donc il y a des différences de vitesse, de récupération de la qualité de la biomasse. Ces événements aussi, ils ont un impact sur le milieu. Bon, là, j'en cite un, il y en a d'autres, hein, biotiques notamment, dont on va pas... Enfin, ici, c'est bien biotique aussi, si on veut. Les modifications de fonctionnement, ça va modifier la rhizosphère et puis la rhizodéposition et les conditions de retour aussi importantes. Alors, c'est un problème complexe parce que la pérennité, c'est défini par la conservation de fonction et de production de la prairie dans le temps. Donc là, on va dire, suite à un événement extrême, ça introduit la notion de récupération pour retrouver un régime standard, mais enlever la tendance, on va dire, naturelle, dont je pense qu'il a déjà été question. Ça met en jeu la mortalité des plantes. Alors là, c'est un sujet vertigineux. Décider qu'une plante est morte, c'est extrêmement compliqué. C'est du pré-scientifique, aurait dû ces biotes. Il faut l'arroser, voir si elle pousse, pour savoir si elle est morte ou pas. Ce qui pose des questions méthodologiques sans fin, et ce qui est vraiment très compliqué. Et puis alors, l'impact d'un aléa tout seul, ça ne s'entend pas sur la pérennité, indépendamment de la gestion et puis de la situation climatique générale. Donc c'est un problème complexe, très complexe, cette question. Un peu sur la défensive, là, tout de suite. Voilà, c'est pas évident. Par exemple, la complexité, juste pour prendre les conditions locales, il y a une grosse méta-analyse de Stuart Heinsen que Juliette m'a montré, m'a fait découvrir, qui montre que selon les précipitations annuelles du lieu, donc ça c'est sur quasiment toute la planète, on va pas des conditions très extrêmes, là où il y a des prairies dans le monde, on voit que la résistance, hein, c'est-à-dire que de la prairie à l'événement extrême, donc là où il pleut moins dans l'année, est d'autant plus forte que globalement l'environnement humide. Bon, et c'est vrai aussi pour la récupération, donc pour la pérennité, on va dire. Ce qui est amusant dans l'article, c'est que surtout les forêts ne fonctionnent pas comme ça. Elles s'alignent un peu sur les graminées, enfin les prairies, pardon, mais pas tellement pour la récupération. Bon, pour des raisons mystérieuses qui ne nous occupent pas directement si on parle de prairies.
Alors en effet, ça dépendra de la structure du sol aussi, et puis de l'état de l'écosystème du sol, le stock de matière organique à la suite de l'événement. Alors comment on caractérise les aléas? Alors l'aléa climatique dont on parle, c'est quelque chose qui va se produire ici, la courbe en vert standard actuelle de production à Lusignan en kilos par hectare par jour pour le temps, bien connu. Avec les variations interannuelles, l'événement extrême dont on va parler, il va faire ça profondément. Et on va s'intéresser à une première caractérisation, c'est la durée et puis le bilan hydrique pendant cette période, mai-septembre. Et là, on voit par exemple que le bilan hydrique moyen de la France, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est issu de calculs de base Safran Météo France, c'est super utile, de 58 à maintenant, 1958. Et bon, on voit que c'est un pays quand même relativement favorisé. Les déficits, c'est en général 200. Il y a cette fameuse bande là qui apparaît régulièrement comme problématique, et même des petits bouts de Bretagne. Et puis une année sur 10, on a ça. Alors là, ça devient franchement problématique, hein, parce que 400, 500 mm de déficit pendant l'été, ça veut dire qu'en gros, il ne pleut pas pendant très longtemps. Ça n'arrive pas très souvent. On ne parle pas des régions méditerranéennes qui posent là une problématique très spécifique. Ce n'est pas tellement la sécheresse estivale qui va être un élément extrême dans ces zones-là, c'est plutôt normal. Ça va être plutôt l'hiver que ça se situe les problèmes. Une autre façon de le définir, c'est le déficit hydrique du sol, c'est-à-dire dans quel état est le sol au moment où la prairie se met à mourir. On va dire ça. Enfin, donc des éléments importants de la prairie pour la production, je parle bien. Toujours mourir en termes de production évidemment. Alors, comment ça se présente? C'est juste une petite incidente pour dire que, bon, ça échappe un peu à la notion pédologique de point de flétrissement permanent, qui, vous savez, est une notion de pédologie qui dit qu'en deçà de cette humidité, les plantes ne peuvent pas extraire d'eau. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que le point de flétrissement permanent, c'est un point où, en gros, on a un état hydrique de la plante qui est très très hydraté par rapport à ce que savent supporter les plantes prairiales, hein, le dactyle, etc. Ça peut aller 5 fois plus dur. C'est le premier point. Puis surtout, quand les plantes meurent, et ben, l'humidité du sol en fonction de la profondeur, on voit que c'est un profil, bon, c'est caricatural, hein, naturellement, ça dépend un peu de la densité racinaire, mais plutôt comme ça, et pas du tout rectangulaire. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont humides, on va juste en dessous de la dernière racine, c'est la capacité bouchante quasiment. Et puis, près de la surface, c'est quasiment zéro. Donc, on n'a pas du tout quelque chose d'homogène. Par contre, ce qui est homogène, c'est que sur toute cette quantité d'eau qui a été utilisée, il y en a une partie qui a été utilisée sans quasiment que la plante s'en rende bien compte. Enfin, ça dépend des processus, mais ça fait à peu près 60%. Hein, ça varie, bon. Ça varie notamment avec l'utilisation de l'eau, l'ETP, mais bon, en gros. Et donc, il reste 40% hein, qui caractérise la sécheresse. Et puis après, ben, quand on est à zéro, toute la question, ça va être de savoir combien de temps on peut rester là. Parce que des pois végétatifs qui ne transpirent pas en masse sur une prairie, ils peuvent rester là pendant des semaines. Donc ça, c'est un exemple de caractérisation des sécheresses en France par Météo France dans le projet CleanSec, où ils ont regardé justement cet indice de dessèchement des sols sur la base Safran, et ils ont classé les années en surface du pays concerné par la sécheresse et intensité donc de ce déficit, là c'est centré réduit, en mois, c'est-à-dire que combien de mois ils ont été en dessous d'un certain déficit. Voilà. Et donc on repère 76 qui est ici, qui est le truc historique, le démarrage des préoccupations, notamment à l'FPF, de ces histoires d'événements, d'aléas. Et puis on voit que quand même la pire de toutes, ça a probablement été 2011, 2089, ça dépend où on était, je suppose, en termes d'extension et de... Voilà. Donc ça, c'est une façon de caractériser bilan hydrique, teneur en eau du sol. Et donc, teneur en eau du sol, combien de temps on tient. Alors, pour savoir combien de temps, il faut savoir comment se présentent les impacts, ces aléas. Alors, j'ai pris le point de vue des plantes, ok, sachant qu'à chaque fois, il y a interaction évidemment avec l'animal, c'est central, soit directement, soit via les récoltes. Mais on va s'intéresser aux impacts à l'échelle de la plante, de la population, du peuplement.
permanente ou pas, on verra. Alors, ces impacts, donc ces seuils vont déterminer la production et les capacités de récupération au cours des pluies. La pérennité, ça s'entend par un niveau de production à une qualité minimum, notamment lié éventuellement à la composition botanique, mais quand même ça résulte en fin de compte aussi d'une densité de poids végétatif. Là j'ai mis de taille, c'est une vision graministe, mais on aurait la même analyse avec n'importe quelle plante, notamment légumineuses. Alors, il faut bien comprendre la dynamique, c'est-à-dire qu'on a des thalles adultes qui fonctionnent, qui poussent et qui vont produire des thalles filles qui, par leur croissance, vont abonder le compartiment de thalles adultes. Et ça, c'est des systèmes de production, donc voilà, et ça tend à augmenter comme ça. Et puis, il y a de la sénescence, y compris d'ailleurs les filles, parce que des fois, elles sont à l'ombre et elles disparaissent. Et puis, c'est la floraison aussi qui est un puits massif pour la... On le sait bien. Hein. Alors, et donc, on va s'intéresser à ce que fait l'ALEA là-dessus, et en particulier à classer les phénomènes, ça c'est important. Je pense qu'on ne dira jamais assez. Les premiers processus qui répondent, c'est justement cette production, croissance foliaire, ramification, et je rappelle aussi fixation symbiotique, ce qui est super sensible à la sécheresse. Donc, il n'y a pas de miracle là. Luzerne, trèfle, ils vont vraiment souffrir. Ensuite, moins sensible, et donc qui pourra continuer plus longtemps, mais les choses qui aggravent un peu les choses, c'est la croissance des racines. Elle est relativement moins sensible, mais elle est sensible, c'est-à-dire que les racines poussent moins quand il fait sec, mais relativement plus, moins que les feuilles, et puis le piétinement aussi. Passer des animaux sur des prairies sèches, c'est plus grave que si elles sont en bon état urique. Ne serait-ce que parce qu'il y a 8 bars de pression dans des cellules bien alimentées et qu'un animal, ça ne va pas jusqu'à 8 bars, ça fait quoi? Ça fait 2 bars de pression. Donc il y a un équilibre. Tandis que quand il fait sec, ça peut faire des dégâts davantage. Et puis alors ensuite, si vraiment ça s'aggrave, en intensité, la conductance stomatique, la transpiration, malheureusement d'ailleurs, et la capacité photosynthétique se dégradent. Et là, ça commence à être un vrai problème en termes de survie, parce que pendant cette période, croissance foliaire est réduite, mais moins à la photosynthèse, donc on a des sucs solubles, il y a de l'énergie qui s'accumule dans la plante. Là, non, c'est-à-dire qu'on va commencer à l'utiliser, cette énergie pour la respiration, et il y en a moins qui arrivent, et ça va se terminer très mal, c'est-à-dire que si ça dure longtemps, on va mourir de faim, pas tellement de soif. Là. Voilà. Alors, tout ça a des arrière-effets qui vont déterminer la récupération, encore un peu d'écophysiologie. Et quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la première chose que ça va faire, tout ce phénomène, c'est de réduire l'activité des points végétatifs, évidemment, ils vont pousser moins, mais surtout leur construction, c'est-à-dire le volume de ce qui peut repousser après des événements comme ça, est beaucoup plus petit. Là, j'illustre le cas d'une graminée. On voit en fonction de la diminution de la vitesse au cours de la sécheresse, la longueur de ce tissu qui pousse. Donc on a quelque chose de très grave, c'est que la plante ne compte plus que sur le quart de ses capacités de croissance, quoi qu'il arrive, dans le meilleur état. Il y a évidemment une diminution aussi de la surface foliaire photosynthétique, mais ça c'est pas plus mal parce que ça transpire moins. Et que dès qu'une surface verte se produit, en gros elle fabrique à peu près ce qu'il faut pour 5 fois la construction de la même surface, donc le retour sur investissement est rapide. Donc il y a cette fameuse réduction de réserve qui peut être mortelle. On a une réduction de la profondeur de racinement, parce que ce qui meurt, c'est notamment les racines, avant les points végétatifs. Et puis alors par contre, ça a un impact sur éventuellement la minéralisation et la récupération d'un très bon niveau de nutrition azotée, entre autres à la... Alors, il y a des variations interspécifiques importantes vis-à-vis de la sécheresse. Ici, c'était une sécheresse très très forte qui avait été imposée artificiellement dans les plantes en pot de différentes espèces, du pissenlit, du dactyle, de la fétuque. Bon. Et on voit qu'on a mesuré l'état de la végétation verte après 2 semaines de récupération, ou bien 1 an. On voit que le pissenlit, ça va, merci, il est très très bon. Il y a une variété de dactyles qui récupère très bien et d'autres moins 2 semaines après, mais finalement tout le monde est très bien 1 an après. Alors là, tout dépend un peu des besoins, mais ça peut suffire. Et puis il y en a, c'est beaucoup moins bon,
ils sont beaucoup plus sensibles pour être hybrides, par exemple. Mais c'est un... Il y a de la variation aussi, comme ça, en interspécifique. Alors là, c'est quand elles sont étudiées en pur, il faut faire attention parce que les plantes, donc là on voit par exemple, les profondeurs d'enracinement étaient figurées, mais ici on a la profondeur d'extraction d'eau du grès gras anglais de la féticule dactyle en pur, comparée aux mêmes espèces, mais dans un mélange grès gras féticule dactyle. Et en gros, plus on va vers le bas, plus l'extraction est profonde. On s'aperçoit que le grès gras anglais, il utilise de l'eau à peu près à la même profondeur que la féticule dactyle dans ce cas-là, qui était avec 2 ans, on était à Lusignan. Dans le mélange, par contre, on voit qu'il y a un prélèvement beaucoup plus superficiel. Hein. Ce qui fait d'ailleurs que le grès gras anglais disparaît régulièrement. J'ai pas trop le temps de m'apesantir là-dessus, juste savoir que non seulement les espèces diffèrent les unes par rapport aux autres, leur fonctionnement est fortement modifié quand elles sont ensemble, mais en plus, selon la composition génétique de ces espèces, on a des différences importantes de pérennité et surtout de composition botanique à l'heure du. Voilà, tout ça amène à la question justement de savoir qu'est-ce qu'on veut semer. Il faut savoir quand même que le sursemis de prairies, c'est compliqué de démontrer que c'est très efficace par rapport à une attitude plus réservée, enfin, parce que les capacités de récupération des prairies sont très fortes. C'est un objet très difficile à tuer, une prairie, alors surtout, je dirais, vraiment. Mais avec un aléa. Mais enfin, quand ça arrive, on peut se poser la question, et c'est pas... Il n'y a pas de solution encore miracle donnée. Il y a toujours des projets de recherche sur comment on fait, quelle technique. Voilà. Finalement, donc, elles sont très résilientes et que quelque chose qui nous préoccupe actuellement beaucoup, c'est la vitesse de récupération après les aléas, parce que c'est quand même quelque chose qui est très variable selon les espèces, les génotypes, et sur quoi il y a encore à faire, y compris d'ailleurs en amélioration des plantes. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Louis. Donc voilà, c'est des questions. 5 minutes. Il ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Jérôme Pavie, Institut d'élevage. Concernant les capacités de récupération, il n'y a pas trop de doute parce qu'on voit bien dans certaines régions que été après été, on a une quasi-disparition des prairies. Je pense au bassin, à l'étang charolais, où tous les étés, on a l'impression que les prairies vont disparaître définitivement. Et ça se cumule. Et pourtant, au printemps, l'herbe est là. La question qu'on se pose, enfin que je me pose, c'est pas tellement est-ce que ça peut rebondir ou pas, c'est est-ce que dans le temps, la succession de ces éléments n'amène pas une diversification de la flore, une modification de la flore, et notamment le développement peut-être d'un peu plus de diverses dans la composition floristique. Alors, il y a quand même une question de... Bon, si on parle de pérennité, c'est-à-dire qu'il y a bien un rapport qu'on entretient en tant que producteur avec la prairie. Parce que dire qu'il y a toujours de l'herbe, quoi qu'il arrive, ça c'est effectivement ça, et malgré qu'on se fait peur, enfin, ça en fait, nous sur Lusignan, il y a un couvert de dactyles, il y a 30 variétés de dactyles qu'on soumet là, depuis 3 ans à des déficits de 500. Cette année, on va essayer de le tuer, parce qu'on en a marre, quoi. 3 années de suite, 500 mm, 540 mm, ça repart, alors, ça repart, mais avec des modifications, premièrement, de niveau de production quand même si la récupération les automnes, elle est à peu près au même niveau, on récupère nos 3 tonnes 5. On voit bien que d'un printemps à l'autre, par exemple, c'est pas pareil, mais enfin, faire des essais sur les fourragères au moment du confinement, c'est pas évident, donc on a un petit doute sur 2020 quand même, par contre, ce qu'on sait, c'est que déjà la modification génétique intra, elle existe. On l'a mesuré. D'ailleurs, les variétés qu'on utilise, elles résultent d'une expérimentation de sécheresse intense qu'on a menée sur des variétés, d'où on a tiré par des semences, et on a mesuré que, par exemple, la précocité a fortement augmenté,
enfin non, c'est beaucoup plus précoce. Les plantes, après 2 ans de sécheresse très forte, que les témoins. Après, en espèces, c'est pas douteux. Hein. C'est ce que disait Pascal juste avant. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand il y a des trous comme ça, il y a des processus qui font qu'il y a du remplacement. Je pense que l'équilibre, il vient du fait que la compétition entre les espèces, c'est pas tellement pendant la sécheresse sur l'eau. Je ne pense pas qu'il y ait des phénomènes différentiels de compétition d'espèces entre elles. Bien sûr, la sécheresse, elle va affecter différemment les espèces, mais c'est après la récupération, on attend en printemps, avec cette très forte compétition pour la lumière qui va en éliminer d'autres et qui empêchera de bonnes espèces de s'installer au détriment d'espèces moins favorisées. Donc si, ça, il y a à force, oui, je pense, besoin. Par contre, une des choses que je pense compliquées à dire en général, c'est cette interaction avec la gestion. Je ne sais pas si on sait bien aujourd'hui gérer ces situations-là, parce que déjà c'est pas facile à anticiper. Et bon, c'est un peu un super tanker, un système ferragé, donc c'est pas comme ça. Et surtout par les temps qui courent. Donc je pense que ça aurait plus d'impact, la gestion, que l'aléa lui-même sur cette diversification. Bonjour, Brendan Kodok, Institut de l'élevage. On est plus en plus à étudier un peu les impacts du changement climatique sur toutes les régions. C'est vraiment le sujet du moment dans les projets de recherche. Et moi je trouve qu'on n'a pas vraiment d'éléments sur les seuils à partir duquel les plantes s'arrêtent de pousser. On sait que le régras anglais, quand on est les 25 degrés, la morphogénèse s'arrête. Est-ce qu'on a des seuils pour les autres espèces? Voilà, question simple. Et puis deuxième question aussi, c'était pas l'objet de la présentation, mais sur les aléas plutôt du printemps où on a des excès d'eau et un manque d'accès à la parcelle, est-ce qu'on a des choses aussi sur, pour qualifier la portance des sols et essayer avec l'ETP et l'ETR, tout ça, quantifier cet accès à la parcelle d'une façon ou d'une autre pour se projeter dans le futur avec les données climatiques qu'on a. Merci. Ouais, alors, je vais... Sur la première partie, alors c'est un peu l'inverse mon sentiment sur ces deux questions. C'est-à-dire la première ne me semble pas directement liée à la question de l'aléa extrême, c'est-à-dire celle du changement tendanciel, à l'augmentation des températures qui vont amener des températures plus fréquentes autour de 25-30. En fait, pour arrêter un régras ou une fétuque ou même une luzerne de pousser, il faut aller à 40 degrés. Avant, il pousse moins vite, parce que l'optimum du régras anglais, c'était Chris Pollock, le patron de l'IBERS, qui disait ça. Ça arrive une fois par an en Angleterre, mais c'est sa température optimum, 23 degrés, 25. À 30 degrés, ça pousse beaucoup moins vite, mais ça pousse encore. Ça, il y a quelque chose qu'il y a dans la tête, c'est que parce qu'il fait chaud, ça s'arrête de pousser. C'est pas tout à fait vrai. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il fasse sec en même temps, parce que le déficit hydrique de l'air fait que la transpiration est très forte et que l'alimentation en eau des racines ne suffit pas. Ça provoque un arrêt. Mais en soi, et bon, pour démontrer ça, c'est un travail de chien, parce qu'il faut avoir justement contrôlé le déficit de pression de vapeur de l'air et augmenter la température. Et donc pour ça, ça se fait en conditions contrôlées avec... le premier qui a fait ça, c'était en 1914 d'ailleurs, sur le maïs, et on n'a pas fait mieux depuis. On a refait la manip il n'y a pas longtemps à Lusignan, c'est publié, c'est la thèse avec Serge Jacquard, mais bon, il n'y a pas trop de doute sur cet effet thermique. Alors, pour atteindre les valeurs de température qui arrêtent la production de feuilles et tuent la plante, on n'a pas ça dans les scénarios actuellement sur la France. Pas de façon importante longtemps. Pour le créer, il faut vraiment mettre le paquet. Sur le deuxième aspect,
Oui, enfin, pour finir avec le changement climatique, on dit beaucoup que les événements extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité. Alors, ça sera plus des événements extrêmes, du coup. Donc, dans le futur, les événements extrêmes, là, par contre, ils vont être... pour le moment, on voit qu'ils sont un peu proportionnels. Il n'y a pas de... Mais on ne connaît pas du tout... Enfin, c'est un autre type, quoi. Par contre, pour ce qui est des excès d'eau, alors là, je trouve que c'est au contraire, c'est bien une question qui était dans le sujet, parce que s'il y a un aléa climatique, c'est bien de fortes inondations de prairies, ça peut arriver, hein, surtout qu'elles ont quand même... Ceci dit, c'est des plantes qui ont une grande variabilité spécifique, interspécifique. On sait que la fétuque, par exemple, c'est un vrai roseau, on peut supporter des... on a des variétés de dactyles qui aujourd'hui supportent beaucoup mieux l'ennoiement. C'était des sujets traités, mais alors là, par contre, je suis beaucoup plus ignorant de ce sujet, c'est vrai. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, seulement témoigner que c'est pas très... Je ne connais pas beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Pas... Clairement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui... Ouais. C'est un manque. C'est vrai pour toutes les cultures, d'ailleurs. Bonjour Jean-Louis. Je voulais tu as montré une diapo, tu disais que la fixation symbiotique, c'était une des premières fonctions qui était affectée par la diminution de la... Ouais. Est-ce que tu peux nous développer un peu comment on gère la résistance à la sécheresse des légumineuses? Est-ce qu'il y a des grosses différences entre espèces, entre variétés? Et est-ce que le fait d'arrêter la fixation symbiotique, finalement, ça précipite la régression de la croissance de la plante, ou c'est un mécanisme au contraire de résistance? Alors, c'était montré qu'en fait, c'est curieux, les premières étapes de diminution de la fixation symbiotique en réponse à la sécheresse, c'est lié à un phénomène de résistance, parce que ça protège la nitrogénase de l'oxygène. On a montré ça il y a longtemps. Si jamais la fixation devait... si jamais l'oxygène arrivait alors que la fixation ne se faisait pas, ça démolirait tout le système de fixation. Donc ça, c'est les phases premières. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, ça a l'air d'être adaptatif. Le résultat, c'est que l'alimentation d'azote des plantes se casse la figure, et je pense que globalement, des plantes en bonne santé, elles subissent tous les aléas beaucoup mieux que des plantes en mauvaise santé, en mauvais état, en capacité de... Alors, là où ça se corse, c'est qu'effectivement, donc il y a moins d'azote qui rentre dans le système, et c'est dommageable pour tout le monde, parce qu'à la récupération, ça fait toujours moins d'azote disponible pour repartir, même si quand même la masse de tissus dégradés, enfin tués pendant la sécheresse, peut fournir des quantités d'azote minéral assez importantes à la récupération. Les légumineuses, mon impression, c'est qu'elles sont surtout... Leur problème principal, c'est leur morphologie. C'est que justement, leur tissu végétatif, sécheresse ou pas, de toute façon, après une coupe ou après un gros aléa, ils sont réduits à quelques millimètres. Il leur faut un temps fou pour récupérer leur vitesse de production. Hein, une tige de luzerne, la zone de croissance, ça fait 15 cm. Un bourgeon, vous voyez, la luzerne, c'est tout petit. Et ben, c'est 10 fois, 15 fois plus lent, un bourgeon à se développer qu'une tige. Voilà. Donc, le principal effet, je pense, d'un aléa là-dessus, ça va être la destruction de plans végétatifs et la limitation de leur taille. Parce que finalement, les besoins en azote à ce moment-là, pour la récupération, ils ne sont pas nécessairement beaucoup plus importants que en temps normal. Et la fourniture d'azote, y compris du milieu, parce qu'on sait aussi qu'après une coupe, la fixation s'arrête pas mal. Donc il faut avoir les tissus qui permettent de fournir, et puis que ça redémarre. Mais ce n'est pas, à mon avis, un facteur principal de variation par rapport à la morphologie. Mais bon, avec prudence. Tout ce que je dis, franchement, vérifiez bien tout quand même.
Merci. Je le prends pour moi, parce que Juliette a été une contributrice majeure dans cette